Le verrou s'enclencha avec un bruit sec et définitif. Je me tenais dans le couloir, après 5 jours de cette punition, le parquet frais pressant contre mes pieds nus. À travers le verre dépoli de la porte de la cuisine, je voyais des silhouettes, ma mère dressant les assiettes, ma sœur assise à table, mon père dépliant sa serviette. L'odeur de poulet rôti flottait à travers l'interstice sous la porte. Mon estomac se noua si fort que je dus m'appuyer contre le mur pour garder l'équilibre. Pas de dîner pour les menteuses, lança ma mère, sa voix vive et répétée, comme s'il s'agissait d'une blague entre nous. Mon père ne rit pas. Il dit simplement, c'est pour ton bien. Cela n'avait pas toujours été comme ça. 6 mois plus tôt, les punitions étaient plus légères. Pas de dessert si je répondais. Pas de deuxième part si j'oubliais de dire merci. Au début, je pensais que je pouvais regagner la nourriture. Je m'excusais. Je proposais de faire des corvées supplémentaires. Mais les règles changeaient sans cesse, insaisissables comme l'huile. Le vrai changement est survenu lorsque j'ai demandé pourquoi Marie, ma sœur de 13 ans, avait eu de nouvelles chaussures pour l'école alors que je portais encore celles dont les coutures étaient effilochées et les semelles battaient quand je marchais. Ma mère a qualifié cela d'ingratitude. Mon père a dit que je créais des problèmes. Ce soir-là, je n'ai pas eu de dîner. La fois suivante, c'était aussi le petit déjeuner. Après ça, c'est devenu normal, attendu. Maintenant, la porte de la cuisine était fermée avec un verrou de sûreté que je n'avais pas le droit de toucher. J'avais cessé de demander. J'avais cessé de frapper. Je restais juste là, la main sur ma cage thoracique, comptant les battements de mon cœur jusqu'à ce que le couloir arrête de tourner. Derrière le verre, quelqu'un rit. Une fourchette racla une assiette. Je me détournai. En haut, il me restait une bouteille d'eau et une barre de céréales cachées sous le matelas. Tout a commencé par un lapsus. Madame Fournier m'a demandé pourquoi je n'avais pas rendu ma feuille d'exercice, et je lui ai dit la vérité sans réfléchir. J'ai eu des vertiges. C'est difficile de me concentrer. Elle me dévisagea plus longtemps que d'habitude, plissant les yeux comme si elle voyait quelque chose que je n'avais pas voulu montrer. Puis elle a demandé si j'avais pris mon petit déjeuner. J'ai hésité. Pas vraiment, ai-je dit. Pas depuis quelques jours. Je ne le disais pas comme un appel à l'aide, je répondais juste à une question. Mais à l'heure du déjeuner, la conseillère d'orientation m'a emmené dans son bureau. Le même après-midi, l'école a appelé à la maison. Quand j'ai franchi la porte ce soir-là, ma mère attendait. Elle n'a pas crié. Cela aurait été plus facile. Au lieu de ça, elle a souri un sourire crispé, délibéré et a dit « Nous nourrissons notre fille perfectly bien ». Sa voix était assez forte pour être entendue par quiconque aurait pu écouter. Puis elle s'est tournée vers moi, sa voix plus basse, plus mortelle. « Tu veux tellement attirer l'attention que tu mens à des inconnus. » Mais, je n'ai pas menti, ai-je dit. Elle s'est avancée. « Tu leur as dit que nous ne te nourrissions pas. » J'ai juste dit que j'avais des vertiges. Je ne voulais pas dire que. Tais-toi. Le lendemain matin, la porte de la cuisine était verrouillée. Pas seulement avec le cache-poignet de sécurité habituel pour enfants, un vrai verrou métallique fermé à clé. On ne m'a même pas offert d'eau avec le petit déjeuner. J'ai entendu Marie mâcher des crêpes en passant devant la porte. Plus tard dans la journée, je l'ai entendue au téléphone avec quelqu'un, peut-être encore l'école. Elle traverse une phase, a dit ma mère. Elle ment pour attirer la sympathie. Nous gérons cela avec la discipline appropriée. Discipline. Ce mot est devenu un couteau que je portais dans mon estomac. Aiguisé, silencieux, invisible. Mon père ne l'a jamais remis en question. Il hochait simplement la tête quand elle parlait. Il hochait beaucoup la tête. Je suis resté dans ma chambre le reste de la soirée, relisant des notes de biologie sur lesquelles j'avais du mal à me concentrer, essayant de me souvenir quand la vérité avait cessé d'avoir de l'importance. Cette nuit-là, je me suis assise dans les escaliers, juste hors de vue de la cuisine mais assez près pour entendre le cliquetis des fourchettes et le raclement des assiettes. Les odeurs étaient insupportables, ail, légumes rôtis, quelque chose de beurré et de chaud. Mon estomac se tordait, creux et aigu. « Est-ce que Sabine mange avec nous ?» a demandé Marie. « Non » a répondu mon père. Puisqu'elle ne peut pas apprécier les repas de famille, elle n'y participe pas. Mais elle mangera quand elle aura appris le respect, a-t-il ajouté fermement.
Un peu de faim forge le caractère. Ce n'était pas la première fois que je l'entendais dire ça. Avant, c'était à propos de corvées oubliées ou de couvre-feu manqué. Maintenant, c'était à propos d'opinion, de ton, même de silence. J'ai pressé ma paume contre le sol, pour m'ancrer tandis que ma tête tournait. En haut, j'avais caché une barre de céréales sous mon matelas, une que j'avais volée dans le déjeuner de Léa quand elle ne regardait pas. Je me suis dit que je la remplacerais d'une manière ou d'une autre, mais cela ressemblait à un mensonge. La survie faisait de tout le monde des menteurs. J'en ai mangé la moitié dans la salle de bain, en faisant attention à ne pas laisser de miettes, l'avalant avec de l'eau froide du robinet comme si c'était un luxe. Le lendemain, je suis allé à l'école, la tête légère mais plus stable. Pendant le déjeuner, je me suis assise à côté de Léa et j'ai gardé les yeux sur la table pendant qu'elle déballait son sandwich. « Tu ne manges pas ?» a-t-elle demandé. « Pas faim ?» ai-je dit, les mots déjà automatiques. Quand je suis rentré à la maison était silencieuse. Je suis allé dans ma chambre et j'ai cherché sous le matelas le reste de la barre de céréales. Elle avait disparu. Plus tard, ma mère a frappé une fois, puis est entrée sans attendre. Elle tenait l'emballage vide comme une preuve dans un procès. « Accumuler de la nourriture », a-t-elle dit. C'est un signal d'alarme. Tu développes des schémas pathologiques. Nous faisons cela pour ton propre bien. Je voulais crier, mais ma gorge me brûlait à la place. Je voulais demander comment quelqu'un pouvait créer la chose même qu'il prétendait vouloir empêcher. Mais je savais qu'il ne fallait pas. Je suis restée silencieuse, les yeux fixés sur le sol. Cette nuit-là, le garde-manger était également verrouillé. Même la corbeille de fruits a disparu du comptoir. J'ai resserré ma jupe ce matin-là, mais elle glissait toujours sur mes hanches. La ceinture n'avait plus rien à quoi s'accrocher. Mon miroir montrait une inconnue, joues creuses, cernes sombres, bras comme des bâtons. J'ai enfilé un cardigan par-dessus mon uniforme et j'ai espéré que personne ne le remarquerait. À l'école, je me déplaçais lentement, en faisant attention à ne pas gaspiller d'énergie. J'ai séché le cours de PS en disant que j'avais des crampes. J'avais des crampes, mais ce n'était pas le genre que l'on pouvait soulager avec une bouillotte. Pendant le déjeuner, Léa m'a offert la moitié de sa banane. J'ai secoué la tête. « Ça va, merci », ai-je dit. Elle a froncé les sourcils mais n'a pas insisté. Elle était habituée à ce que je dise ça maintenant. À la 6e heure, ma tête me battait la chamade. Biologie. Monsieur Richard parlait des mécanismes de survie dans des conditions extrêmes. Il a écrit quelque chose au tableau, réponse à l'inanition, puis s'est retourné et a dit, quand le corps est privé de calories pendant de longues périodes, il commence par consommer les réserves de graisse. Puis les muscles. Et dans les cas les plus graves, même les tissus des organes commencent à se décomposer. Je me suis agrippé au bord de mon bureau, essayant de garder l'équilibre. Les lettres dans mon cahier dansaient. Ma vision pulsait sur les bords. Je l'entendais encore parler d'adaptabilité, de la volonté du corps de survivre, mais cela semblait lointain, comme si j'étais sous l'eau. J'ai cligné des yeux une fois, 2 fois, essayant de dissiper le flou. Mon stylo a glissé de ma main, et puis je suis tombé. Des chaises ont raclé le sol. Des voix se sont élevées. Mon visage a heurté quelque chose de dur. Le linoléum froid. Pendant un instant, j'ai été consciente de bras qui me rattrapaient, trop tard. Le son de mon nom crié. Puis tout est devenu silencieux. Je me suis réveillé sous des lumières fluorescentes et l'odeur âcre d'antiseptique. Ma tête me lançait. Un brassard de tensiomètre se serra autour de mon bras, et j'ai vu Madame Dubois, l'infirmière scolaire, penchée sur moi. « Sabine » a-t-elle dit, sa voix douce mais urgente. « Tu m'entends » J'ai légèrement hoché la tête. « Quand as-tu mangé pour la dernière fois » J'ai essayé de me souvenir. « La barre de céréales » Il y a 2 jours ? Où était ce 3 ? J'ai ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Elle m'a aidé à m'asseoir lentement, sa main chaude contre mon dos. Nous allons te faire examiner. Tu es en sécurité. D'accord ? Je ne savais pas ce que cela signifiait. Elle a montré la balance dans le coin. Voyons où nous en sommes. Je me suis levé, chancelante. Les chiffres ont clignoté, 38.
Les chiffres ont clignoté une fois de plus 38 puis se sont stabilisés. Je les ai fixés comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre. Madame Dubois n'a rien dit au début. Elle a juste pincé les lèvres, ses yeux passant de la balance à mes bras, puis de nouveau à la balance. Son expression a changé, comme si quelque chose en elle était passé de l'inquiétude à la certitude. « As-tu perdu du poids récemment » a-t-elle demandé. J'ai haussé les épaules. Je crois. Un peu. Elle a montré le graphique de la visite de la semaine dernière. Tu pesais 40,5 kg mardi dernier. J'ai senti mes jambes faiblir. Je me suis agrippé au bord du lit de l'infirmerie pour garder l'équilibre. Je vais bien, ai-je murmuré. Tu ne vas pas bien, Sabine, a-t-elle dit, attrapant déjà le téléphone sur son bureau. Tu as perdu 2,5 kg en 7 jours. Ce n'est pas juste une poussée de croissance. C'est un danger médical. S'il vous plaît, non, ai-je dit, la voix brisée. S'il vous plaît, n'appelez personne. Elle a fait une pause, le combiné à mi-chemin de son oreille. Pourquoi pas? J'ai hésité. Mes parents. Ils seront en colère. Ils penseront que j'en fais toute une histoire. Je sais que tu as peur, mais tu as besoin d'aide. C'est grave. Je n'ai pas de trouble alimentaire, ai-je lâché. Je ne me laisse pas mourir de faim. Je ne fais pas ça exprès. Madame Dubois a soutenu mon regard. Qui te prive de nourriture, Sabine? J'ai ouvert la bouche pour mentir. Pour dire quelque chose de facile, j'oublie de manger. Je saute des repas. J'ai juste été stressé. Mais les mots ne voulaient pas sortir. Ma bouche bougeait, mais rien ne sortait. Il ne restait plus rien en moi pour inventer une autre version de leur histoire. Elle a quand même décroché le téléphone et a composé un numéro. Je me suis assise, tremblante. Pendant qu'elle parlait au SAMU, j'ai saisi des bribes de conversation, perte de poids sévère, a perdu connaissance en classe, risque de malnutrition. Quand elle a raccroché, elle s'est agenouillée devant moi. Une ambulance est en route. Ils t'emmèneront pour te faire examiner. Tu es en sécurité maintenant. D'accord? En sécurité. Le mot semblait étranger, dangereux, même. Ils seront en colère, ai-je répété. Elle n'a pas discuté. Elle a juste posé une main sur mon genou et a dit, parfois, la vérité met les gens en colère. Ça ne la rend pas fausse pour autant. Les sirènes sont arrivées plus vite que je ne l'avais prévu. Je les ai entendues par la fenêtre avant de voir les gyrophares. Lorsque les ambulanciers sont entrés dans la pièce, j'ai tiré mes manches sur mes poignets et j'ai baissé les yeux. Je n'ai pas parlé quand ils ont posé des questions. Je les ai juste laissés faire ce qu'ils avaient à faire, tension artérielle, oxygène, constante vitale. Je me suis allongé pendant qu'ils m'attachaient sur le brancard. Alors qu'ils me poussaient dans le couloir, j'ai vu des visages aux fenêtres des salles de classe curieux, choqués, chuchotant. Certains d'entre eux me connaissaient, la plupart non. Mais cela n'avait pas d'importance. Mon secret n'était plus le mien. La chambre d'hôpital était froide mais pas inhospitalière. Les draps étaient raides, les lumières trop vives, et tout sentait le plastique et le nettoyant au citron. Pourtant, je m'y sentais plus en sécurité qu'à la maison. Le docteur Martin s'est présenté doucement. Ses mains étaient stables, ses yeux calmes. Elle n'a pas commencé par des questions difficiles, juste quelques-unes sur comment je me sentais, si j'avais des nausées, si la perfusion me dérangeait. J'ai répondu par de courtes phrases, des hochements de tête, tout ce qui pouvait la faire passer à autre chose. Elle n'est pas passée à autre chose. Au lieu de cela, elle a tiré une chaise près de mon lit et a dit, « Sabine, je veux te demander quelque chose qui pourrait être difficile. Tu n'es pas obligée de répondre si tu n'es pas prête. » J'ai de nouveau hoché la tête. Est-ce que tu choisis de ne pas manger, ou est-ce que quelqu'un t'empêche d'accéder à la nourriture? Ma gorge s'est nouée. J'ai détourné le regard, feignant d'étudier le bip doux du moniteur. Je ne suis pas anorexique, ai-je marmonné. Je n'ai pas dit que tu l'étais. J'oublie juste parfois. Tous les jours? A-t-elle demandé doucement. Le silence s'est étiré entre nous. Mes doigts se sont crispés sur la couverture de l'hôpital. Le docteur Martin s'est penché. Sabine?
Qui restreint ta nourriture? L'air dans la pièce s'est épaissi. Je pouvais le sentir peser sur ma poitrine. J'ai dégluti difficilement. Ils ont verrouillé la cuisine, ai-je murmuré. Elle n'a pas tressailli. Elle n'a pas demandé pourquoi. Elle a juste hoché la tête lentement, comme si la réponse n'avait fait que confirmer ce qu'elle savait déjà. Tes parents? J'ai hoché la tête. Et depuis combien de temps cela dure-t-il? J'ai hésité. Quelques mois. Ça a commencé doucement. Moins de dessert, pas de deuxième part. Mais ensuite, ils ont dit que je devais apprendre la gratitude. Ils ont dit que la faim forgeait le caractère. Papa dit que je mangerai quand j'aurai appris le respect. La mâchoire du docteur Martin s'est tendue un instant. Puis elle s'est levée et a posé une main sur mon bras. Merci de me l'avoir dit. Après son départ, une infirmière est entrée et a commencé à prendre des notes. D'autres analyses de sang, un monitoring cardiaque. La pièce s'est remplie d'une urgence silencieuse, comme s'ils étaient tous en train de rassembler les pièces de quelque chose que j'avais tant essayé de garder dispersé. J'ai fermé les yeux et j'ai remonté la couverture jusqu'à mon menton. Pour la première fois, je n'étais pas sûr que les protéger m'aient jamais protégé moi-même. Je ne savais pas qu'ils amenaient Marie avant d'entendre sa voix dans le couloir. Elle semblait faible, plus faible que d'habitude. Je ne pouvais pas distinguer les mots, juste la façon dont elle les prononçait, hésitante et incertaine. Une infirmière a jeté un coup d'œil dans ma chambre, puis a ouvert la porte plus grand. Derrière elle se tenait ma petite sœur, les bras croisés, les yeux écarquillés. Elle est entrée lentement, agrippant les manches de son sweat à capuche. Je l'ai regardée observer les machines, la perfusion dans mon bras, la façon dont je ne pouvais même pas m'asseoir sans aide. Sa bouche tremblait. Elle ne s'est pas approchée, restant près du pied du lit comme si elle n'était pas sûre d'en avoir le droit. Ils ont dit que je pouvais venir te voir, a-t-elle dit doucement. J'ai hoché la tête. D'accord. Une assistante sociale se tenait juste devant la porte, observant, sans interrompre. Marie n'a pas parlé pendant un long moment. Elle a regardé autour de la pièce, les machines qui bypassaient, le brassard de tensiomètre toujours enroulé autour de mon bras. Puis finalement, elle a dit, je ne savais pas que c'était si grave. Je ne pouvais pas répondre. Elle a regardé l'infirmière, puis de nouveau moi. Tu as des ennuis? Non, ai-je dit. Plus maintenant. Ses yeux se sont remplis de larmes. Elle a jeté un coup d'œil vers la porte, puis s'est approchée, sa voix à peine audible. Parfois, maman me fait manger devant toi. Elle dit que c'est pour te donner une leçon. Ma poitrine me faisait mal, mais pas de faim. Je t'entends pleurer la nuit, a-t-elle dit. J'essaie de ne pas le faire, mais je t'entends. Derrière elle, le visage de l'assistante sociale a changé. Elle est entrée dans la pièce avec un bloc-notes. Je voulais te donner quelque chose, a ajouté Marie en fouillant dans la poche de son sweat. Une barre de céréales. Elle l'a posée sur la table de chevet comme si c'était quelque chose de sacré. L'assistante sociale a demandé à Marie de s'asseoir et a commencé à lui poser doucement des questions. Marie a répondu à toutes. Et d'un coup, l'histoire que j'avais portée seule s'est fissurée. La nutritionniste est entrée cet après-midi-là, un presse-papier à la main. Sérieuse mais gentille. Elle ne m'a rien demandé au début. Elle a juste expliqué ce qu'elle avait examiné, mes analyses, mon historique de poids, les notes de l'équipe des urgences. Je veux être très claire, a-t-elle dit. Ce n'est pas de l'anorexie. Ce n'est pas de l'autorestriction. Ce que nous observons ici correspond à une inanition involontaire. Les mots ont atterri comme une pierre dans ma poitrine. Elle m'a expliqué les données, carences vitaminiques sévères, pertes musculaires, déséquilibres électrolytiques. Mon rythme cardiaque était instable. Mon foie montrait des signes de stress. Elle a dit que si les choses avaient continué ne serait-ce que quelques semaines de plus, il y aurait pu y avoir des dommages permanents aux organes, voire pire. On voit ce genre de malnutrition dans des cas extrêmes victimes de la famine, prisonniers de guerre pas chez des adolescentes vivant à la maison. Je suis restée silencieuse. Je ne savais pas comment parler avec cette boule dans la gorge. Nous faisons un signalement obligatoire, a-t-elle ajouté. Les autorités ont été contactées. Pendant un instant, j'ai senti la panique monter en moi, comme si je devais tout reprendre, comme si j'aurais dû mentir après tout.
Mais ensuite, je me suis souvenu du visage de Marie, de la façon dont ses mains avaient tremblé quand elle m'avait donné cette barre de céréales. Et je n'ai pas dit un mot. Plus tard, j'ai entendu des voix basses devant la porte, quelqu'un confirmant que la police arriverait bientôt, que le signalement avait été déposé. L'infirmière est entrée pour vérifier ma perfusion. Elle n'a rien dit, mais sa main était douce sur mon bras. Je me suis allongé contre les oreillers, mon corps encore faible, mon esprit plus bruyant qu'il ne l'avait jamais été. Quoi que cela ait été leçon, punition, discipline, cela avait un nouveau nom maintenant. Ils sont arrivés juste avant le coucher du soleil. J'ai entendu la voix de ma mère avant de la voir, une indignation aiguë et répétée résonnant dans le couloir. C'est absurde, disait-elle à quelqu'un. Notre fille a des antécédents de manipulation. Elle a toujours été théâtrale. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour elle. Un instant plus tard, ils étaient à l'entrée, flanqués d'un homme en costume gris, un avocat que je ne reconnaissais pas. Mon père ne m'a pas regardé. Ma mère, si, et son visage était soigneusement arrangé comme si elle jouait un rôle. Tu as une mine affreuse, a-t-elle dit, presque avec pitié. Vous voyez, voilà ce qu'elle fait. Elle se rend malade pour attirer l'attention. Personne n'a répondu. Le docteur Martin se tenait à côté du lit, calme et impassible. L'assistante sociale s'est avancée. Un policier est entré dans la pièce sans cérémonie, tenant un presse-papier. Nous avons examiné les preuves, a-t-il dit d'un ton neutre. Le dossier médical de votre fille montre une malnutrition sévère. Il y a des signes documentés de privation intentionnelle. Un tableau de restrictions alimentaires a été trouvé à la maison. Votre autre enfant a confirmé que la cuisine était verrouillée. Ma mère s'est tournée vers l'avocat en balbutiant. Mon père m'a enfin regardé, une seule fois, la mâchoire serrée. Vous ne savez pas ce que vous faites, a-t-il marmonné. Je sais exactement ce que je fais, a répondu le docteur Martin, sa voix d'acier. Le policier s'est avancé. Monsieur et madame Lefebvre, vous êtes en état d'arrestation pour mise en danger d'enfant, négligence et maltraitance. Ma mère a protesté pendant qu'on lui mettait les menottes. Nous lui avons tout donné. Nous essayons de la corriger. Le policier n'a pas bronché. Vous l'avez presque tué. Ils sont sortis sans un autre mot. La porte s'est refermée derrière eux, et le silence qui a suivi était plus lourd que tout ce que j'avais porté auparavant. Mais pour la première fois, je ne le portais pas seul. Le garde-manger dans la maison de ma tante n'a même pas de porte, juste des étagères ouvertes garnies de boîtes de céréales, de fruits secs et de soupe en conserve. Il y a toujours une coupe de banane sur le comptoir, toujours du fromage dans le réfrigérateur. Personne ne compte. Personne ne ferme rien à clé. Je sursaute encore parfois quand le micro-ondes BIPE. Je demande encore avant de me resservir, même si je n'en ai pas besoin. Ma tante ne fait jamais de commentaires. Elle me passe juste le pain et me rappelle qu'il y en a d'autres dans le grille-pain. Marie et moi préparons le dîner ensemble maintenant. Rien de sophistiqué, des pâtes, des œufs brouillés, des croque-monsieur, mais cela ressemble à un rituel. Ses mains sont plus sûres que les miennes en cuisine. Elle râpe trop de fromage et me met au défi de dire quelque chose. Une fois, en coupant des pommes, elle a levé les yeux et a dit « Tu te souviens quand maman disait que la faim forgeait le caractère ?» J'ai hoché la tête. Elle le disait souvent. Elle avait tort, a dit Marie, jetant une tranche dans sa bouche. Survivre à elle a forgé notre caractère. La faim n'a fait que créer un traumatisme. Nous n'avons pas ri, mais nous avons souri un peu. C'était comme si quelque chose se refermait. Ma thérapeute dit que la guérison n'est pas une ligne droite. Certaines nuits, je rêve encore de portes verrouillées et d'assiettes vides. Certains matins, j'oublie que j'ai le droit de manger sans permission. Mais chaque repas, chaque bouchée, ressemble un peu moins à de la défiance et un peu plus à de la paix. Et chaque fois que je passe devant le garde-manger ouvert, je me souviens que je n'ai plus à le mériter.